j'appelle tout de suite sur la scène, donc pour l'organisation du projet, Delphine Lafont, qui va me rejoindre. Vous êtes architecte DPLG chez Mélo Architecture. Voilà, merci Delphine. Harold Hugoninck, qui va me rejoindre. Vous êtes associé chez Reanova, un bureau d'études. Pas que, hein, mais vous allez nous en parler. Il y a une petite marche devant, mais vous êtes sportif, Harold. Il y a Raphaël Claustre aussi, directeur général d'Île-de-France Énergie, qui nous rejoint. Vous avez une petite marche, Raphaël. Ah voilà, mais vous êtes tous hyper sportifs. J'ai peur, non, surtout, j'ai peur qu'il y en ait un qui se fasse mal. Et Gérard Bernard, vous êtes appui métier expertise IRVE chez Enedis. Voilà. Vous avez 2 micros pour 4, donc, et vous n'avez pas parlé en même temps, donc on va y arriver. Ce qu'on fait, je vois le public a envie de parler. On aura ce temps de parole aussi en fin de conférence. On avait dit qu'on ferait un premier petit tour de table juste de présentation. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Voilà, alors prenez les micros et puis je vous laisse commencer, Delphine. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors moi je suis architecte DPLG de l'agence Mélo Architecture et je travaille avec une clientèle de particuliers, surtout sur des agrandissements, surélévation, extension de maisons et donc de la rénovation et de la rénovation énergétique à travers des audits énergétiques et des DAE que j'expliquerai plus tard. Voilà, vous faites un petit suspense, on va savoir ce qu'est un DAE. Harold. Donc moi je suis Harold Hugoninck, donc associé créateur chez Reanova. On est une agence de maîtrise d'œuvre intégrée qui ne faisons que de la rénovation énergétique globale de copropriété depuis 10 ans maintenant. Voilà, donc j'expliquerai le détail de notre métier, mais l'objectif est d'accompagner une copropriété de son étude, je dirais, jusqu'à la livraison des travaux. Voilà, on va rentrer dans le détail. Raphaël. Raphaël Claustre, directeur d'Île-de-France Énergie, qui a une activité proche, c'est-à-dire que nous réalisons les études techniques, énergétiques, financières et finançons les projets de rénovation globale de copropriété. Voilà, et Gérard, pour terminer. Oui, bonjour, donc Gérard Bernard, donc je suis électricien. Je travaille donc à Enedis et j'accompagne les chargés de projet dans le cadre des demandes de raccordement, recharge véhicules électriques et également les copropriétés qui nous font des demandes directement vers Enedis. Voilà, merci à vous quatre d'être avec nous. Donc on va parler effectivement de ce sujet DTG, aide, financement, projet global, et puis IRVE, ce sera une petite brique supplémentaire sur ce sujet. On voit à quel point la mobilité électrique est importante, parce que si je ne me trompe pas, c'est 2035, fin des véhicules, de la vente des véhicules thermiques en France, tout au moins. Ils n'ont pas tout le monde, hein. Peut-être les véhicules encore Porsche et autres Ferrari, on pourra encore continuer à en acheter après 2035. Mais alors, on avait dit, pour commencer, on va avoir deux présentations un peu orales et puis après 2 présentations PowerPoint. Et on avait dit que vous commenceriez, Delphine, à présenter effectivement les DAE, puisque vous en avez parlé. C'est quoi un DAE alors, un DAE, c'est un diagnostic architectural et énergétique. Donc, c'est un dispositif qui concerne la métropole du Grand Paris et qui est mis en place à travers Pass Réno Habitat. Donc, c'est une plateforme. Voilà. Le diagnostic architectural et énergétique combine un diagnostic architectural et un audit énergétique réglementaire. Il est réalisé soit par un architecte donc inscrit à l'ordre et qui a suivi une formation spécifique pour réaliser des audits, ou alors donc entièrement par l'architecte, ou alors en binôme avec un bureau d'études thermiques, donc qui va réaliser l'audit. Le but de ce document, en fait, c'est donc il se compose en 2 parties principales. Donc un diagnostic architectural qui va établir un bilan, un état des lieux du bien audité, sa typologie, son historique, les contraintes de son contexte, les contraintes des habitants également. Et tout ça va être synthétisé pour pouvoir ensuite, dans l'audit, proposer des scénarios de travaux adaptés aux habitants et aux biens. Parce que l'idée, c'est vraiment de donner une réponse et d'aider les habitants à prévoir
leurs travaux d'une façon plus claire et plus globale et les aider à aller au bout de leur rénovation. Et puis l'audit énergétique, donc c'est un audit réglementaire qui suit une logique suivant un décret précis et qui doit proposer au moins 2 scénarios de travaux. Un qui doit aller au-delà de 35% en gain de consommation d'énergie primaire et un autre à moins de 55% de gains. Sachant qu'il faut au moins atteindre un bâtiment étiquette A ou B, donc on considère comme bâtiment basse consommation sur le dernier scénario. Voilà. Ça ne concerne aujourd'hui que les maisons individuelles, mais pas que, aussi les petites copropriétés. Alors l'audit énergétique concerne les maisons individuelles et les petites copropriétés. Jusqu'à combien de... C'est 4 lots. Et ensuite, le DAE donc, qui est mis en place sur la métropole du Grand Paris donc, concerne la petite couronne, finalement, et les maisons individuelles, essentiellement. C'est en général conseillé par, donc là, dans notre cas, la LECPOL, qui va orienter les personnes qui cherchent à faire une rénovation énergétique sur ce type de rapport, souvent parce qu'elles n'ont aucune idée de comment s'y prendre, parce qu'elles ont un bien parfois atypique, parfois avec une typologie ancienne, souvent ancienne, plusieurs structures différentes, une complexité du bâtiment qui fait que en contactant simplement un entrepreneur, par exemple, il y a une difficulté en fait, à mettre en place la rénovation énergétique. Donc voilà, c'est vraiment pour les aider à voir plus clair. Avoir une vision globale sur la rénovation de son bâti. On va continuer. Donc là, on était plutôt sur les maisons et les petites copropriétés. On va continuer donc avec Harold. Là, sur la partie la rénovation des copropriétés, des bâtiments, on va dire, au-dessus de 4 logements. Voilà, au-dessus de 4 logements. En fait, le pendant du DEA, c'est le DTG. En fait, DAE, pardon, c'est le DTG, donc diagnostic technique global, donc pour les copropriétés. Donc la finalité, c'est bien de faire un programme de travaux, donc c'est une étude finalement de faisabilité, et ensuite on bascule dans le parcours sur une conception sur laquelle on va travailler sur trois critères principaux: l'économie d'énergie, évidemment, ensuite l'amélioration du confort, ça c'est un point essentiel, c'est un des critères principaux choisis par les copropriétaires pour s'engager dans des travaux, le confort thermique en été et en hiver par exemple, le confort d'usage, on en a parlé tout à l'heure avec le CAE, et puis ensuite la valorisation patrimoniale, puisque tous ces travaux de rénovation globaux vont permettre d'apporter une valeur, d'améliorer la valeur du bien. Donc il est nécessaire de prendre ceci en perspective pour remettre au goût du jour une copropriété ou un appartement dans ces copropriétés. Et ensuite, le financement intervient pour savoir comment ensuite on va pouvoir gérer la prise en charge, je dirais, des quotes-parts de travaux de chaque copropriétaire. Donc les aides, mais aussi les prêts qui sont associés, dont l'éco-PTZ collectif, qui permet à tout à chacun dans une résidence de s'engager dans un plan de travaux important que l'on va pouvoir financer sur une durée de 15 à 20 ans. Oui, donc on peut dire, là c'est ce qu'on a vu, on va d'abord voir ce France Rénove, et on dégrossit le projet, mais après il faut rentrer un peu dans le détail de ce projet, Harold, et puis il y a le maître d'œuvre qui joue un rôle important dans ce projet de rénovation énergétique. Voilà, exactement. Une fois que le DTG a été fait, le rôle du maître d'œuvre, en fait, c'est de faire cette conception multicritère, mais aussi multilo, puisque par définition, pour faire 35% de l'économie d'énergie dont on a beaucoup parlé, qui est le fameux seuil de déclenchement des aides, il va falloir que l'on travaille sur plusieurs lots à la fois. Monsieur parlait du réseau de chaleur tout à l'heure, mais ça sera effectivement l'association de l'isolation par l'extérieur, le remplacement de menuiseries individuelles, pour celles qui seraient encore en simple vitrage. Donc le maître d'œuvre va, dans sa conception, coordonner, trouver la solution technique la meilleure, la péréquation en fait, la plus efficiente en fait, pour les copropriétaires. Donc ça, c'est la phase de conception et c'est le rôle du maître d'œuvre. Et donc, combien de scénarios vous sortez, finalement, vous proposez aux copropriétaires? Parce que finalement, il y a un échange aussi qui est, c'est forcément co-construit effectivement avec le conseil syndical et le syndic. Donc, si un scénario s'est distingué au moment du diagnostic du DTG ou du DEA, on va pouvoir le développer. S'il y a encore des mesures exploratoires, on va pouvoir proposer
un ou deux scénarios au moment de l'esquisse, et ensuite on va affiner pour qu'il y ait un seul choix de scénario le soir de l'Assemblée générale qui vote les travaux, puisque tout le plan de financement dépend de tous les travaux qui sont réalisés. Donc on arrive avec un programme complet en fait, et financé le soir de l'AG de vote des travaux. Donc on peut partir avec de l'exploration, mais in fine, il est important de n'avoir qu'une seule décision à prendre le soir de l'AG pour voter les travaux. Ce qu'on n'a peut-être pas défini pour notre cher public, c'est qu'est-ce qu'un maître d'œuvre? Parce que finalement, on en parle entre nous, on parle souvent du maître d'œuvre, mais c'est quoi la mission du maître d'œuvre? Alors, le maître d'œuvre, en fait, c'est lui qui va réaliser la conception du projet. Donc, il va être architecte, il va être aussi ingénieur thermicien, puisqu'on va cumuler ces deux fonctions pour faire cette conception de programme. Et on a aussi un maître d'œuvre financier. On peut avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage ou un ingénieur financier pour compléter ce programme. Donc c'est lui qui va avoir la responsabilité de développer quelque chose, lancer l'appel d'offres ensuite des entreprises, et après, si les travaux sont votés, d'aller jusqu'à l'exécution des travaux, le suivi. Il ne réalise pas, il suit les travaux pour le compte de la copropriété, et il s'assure que tout a été convenablement exécuté. Oui. Dans le diagnostic, Delphine, le DAE, le diagnostic architectural et énergétique, vous avez combien de scénarios aussi? Est-ce que c'est un peu comme disait Harald, on commence par différents scénarios, puis il y en a un qu'on pousse plus, hein, si j'ai bien compris, ou vous sortez avec plusieurs scénarios? Alors, dans le DAE, l'audit énergétique est conforme et le même en fait qu'un audit simple. Donc, on doit proposer au moins 2 scénarios. Et dans le DAE, en général, on en fait 3. Un qui va présenter des travaux incontournables pour atteindre un niveau sortie de passoire énergétique. Un second qui va permettre d'aller un peu plus loin. Souvent, on n'arrive pas forcément à atteindre un niveau A ou B, donc bâtiment basse consommation. Et un dernier qui va présenter une rénovation globale, totale, pour aller le plus loin possible, mais toujours en prenant en compte les attentes des clients, qui ne sont pas les mêmes. Donc on peut avoir la même maison avec des habitants différents et on n'aura pas forcément le même audit. Parce que le besoin de confort, en effet, ne sera pas le même. Voilà, et puis les projections sur l'habitation ne seront pas les mêmes non plus. Par exemple, certains peuvent nous contacter aussi dans le cadre d'un DAE parce qu'ils ont un projet d'agrandissement. Et donc, dans ce cas, on va adapter les scénarios pour pas que certains travaux soient faits 2 fois, ce qui a un coût. Donc, on va adapter les scénarios de travaux justement pour qu'ils puissent aussi faire un phasage, c'est-à-dire faire les travaux petit à petit et arriver au final au but qu'il s'était fixé. Oui, parce que là, il y a un coût aussi de revenir, de remettre un échafaudage. Alors là je faisais un peu en écho avec Harold aussi, c'est revenir installer un échafaudage et faire les travaux. Alors on parlait de 3 ans tout à l'heure, mais des fois, il vaut mieux faire plus rapidement pour que ça coûte moins cher. Harold, ou vous pouvez répondre à tout. Non, le but, c'est de mutualiser, effectivement. L'objectif, c'est ça, c'est de coordonner des lots et ne pas avoir à revenir mettre effectivement l'échafaudage. Une base vie, il faut la mutualiser. Donc l'intérêt, c'est d'avoir cette approche globale aussi pour éviter des surcoûts liés à des allers-retours d'amener de matériel, par exemple, des choses comme ça. Oui. Alors, Raphaël, on va continuer. Raphaël Claus, donc on a parlé là du reste à charge. Parce qu'on voit, Raphaël, que des fois, il y a des scénarios qui sont très ambitieux sur lesquels, finalement, il n'y a pas un delta très important de reste à charge par rapport à des scénarios qui seraient très peu ambitieux. Et je crois que d'ailleurs, vous avez une présentation pour présenter tous ces éléments. Oui, je voulais illustrer d'autres choses sur l'aspect financier, accompagnement. Harold a parlé des aspects qu'on appelle maîtrise d'œuvre. Donc je crois qu'il faut la mettre dans l'autre sens. C'est la zapette qui passe dans le bon sens. Harold a évoqué la maîtrise d'œuvre, en acronyme MOE. Si on regarde en gros, j'ai le droit de me lever? Bien sûr, tu peux même prendre le pupitre si tu veux. Non. Ça réveille un peu aussi. De ce côté, on a la copropriété, c'est-à-dire vous, votre syndic, et de l'autre côté, les différentes ingénieries, les expertises dont vous avez besoin pour mener à bien à terme un projet. Donc, on a évoqué la maîtrise d'œuvre. Pardonnez l'acronyme, mais on est là pour les décoder. Ça ne tenait pas d'écrire tout maîtrise d'œuvre, donc j'ai mis MOE. C'est ceux qui vont vous apporter des expertises techniques. Le maître d'œuvre architectural, l'architecte, va apporter toutes les solutions techniques sur le bâtiment, ses murs, sa toiture, le sol, les fenêtres, tout ce qu'on appelle les lots bâtis.
L'ingénieur thermique fluide, lui, va apporter les solutions techniques sur la partie qu'on appelle les systèmes, la ventilation, le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Donc eux, ils représentent la maîtrise d'œuvre, l'expertise technique, les solutions techniques, au moins jusqu'au vote des travaux. Et puis après, en phase de chantier, ils vont coordonner les entreprises de travaux, s'assurer de la bonne exécution des travaux conforme à ce qui aura été conçu. Ça, c'est la maîtrise d'œuvre. Mais il vous faut aussi, en copropriété, une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous accompagner, notamment sur les aspects financiers, pas uniquement, mais c'est quand même le gros volet, aussi sur les volets humains, communication. Et donc, tous ces professionnels-là, vous en avez besoin. Non seulement vous en avez besoin techniquement, mais en plus, ils sont obligatoires pour avoir droit aux aides. Donc, vous en avez doublement besoin. Il est aussi possible de les avoir en une... j'ai des animations un peu hasardeuses, de les avoir en une seule entreprise. Donc, ce que propose Reanova, ce que nous proposons, c'est, si vous le souhaitez, d'avoir un seul interlocuteur. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frottement aux interfaces. C'est toujours la même entreprise, le même interlocuteur. Par contre, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller choisir telle personne sur tel métier ou tel autre sur tel autre métier. C'est du tout en un. Donc, vous choisissez de faire différents professionnels ou un seul intégré. Et ça, c'est vous qui décidez. Nous, on peut essayer de tout faire pour vous mâcher le travail, mais la décision, elle reste dans la main de la copropriété, évidemment. Encore un petit défaut d'affichage, mais enfin, on voit l'esprit. En matière financière, on a un coût total pour la copropriété. Et de ce coût, on va pouvoir déduire des montants d'aides qu'on appelle des aides collectives, c'est-à-dire des aides qui bénéficient à toute la copropriété. Et j'entends encore des fois, ce qui n'est plus du tout le cas, des gens me dire « Ah mais moi, les aides, j'y ai pas droit parce que mes niveaux de revenus sont trop élevés. » Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Les principales aides, je ne vais pas dire la totalité, mais pas loin, l'essentiel des aides bénéficie à la copropriété et donc à tout le monde, indépendamment de son niveau de revenu, de son statut d'occupation, c'est-à-dire je suis propriétaire occupant ou je suis propriétaire bailleur, je mets en location mon bien, ou même je suis une profession libérale, j'exerce n'importe quel métier dans la copropriété, ce n'est pas du logement. Vous avez droit à ces aides-là, à condition que ce soit majoritairement pour des logements quand même, et à condition qu'on ait, on l'a dit beaucoup de fois, au moins combien de pourcents d'économie d'énergie ? Bon, ben, j'arrête de le dire. Apparemment, on a passé ce seuil. Mais vous ne pouvez pas savoir comme pour nous, c'est réjouissant parce qu'on a passé des années à demander ce qu'il y ait un seuil et que ce soit le même pour toutes les aides. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, ma prime en œuvre copropriété, la principale aide qui bénéficie à la copropriété. Les certificats d'économie d'énergie, on y a droit dès lors qu'on fait un tout petit bout de travaux, on isole un bout de tuyau, on a droit à l'aide. Mais si on dépasse le seuil magique, l'aide est fortement bonifiée, 35%. Et ce qu'on n'a pas dit encore, pour relier un peu les deux tables rondes, si on est majoritairement aux énergies renouvelables, réseau de chaleur par exemple, l'aide est encore bonifiée. Alors si vous faites 35% d'économie d'énergie et que vous raccordez au réseau de chaleur, là c'est le jackpot. Ensuite, il va quand même y avoir quelques aides qui peuvent dépendre du statut des ménages, mais c'est quand même très faible en montant par rapport à tout ce qu'on vient de décrire. Les aides, ce seront des bonifications individuelles, donc ma prime en œuvre copropriété bénéficie à la copropriété dans son ensemble, au syndicat, mais les ménages qui sont à revenus dits modestes ou très modestes ont droit à des bonifications de 750 ou 1500 euros. Et puis, je ne vais pas entrer dans le détail, les propriétaires bailleurs ont droit à des aides fiscales. Sauf que tout ça, les subventions, c'est très bien, ça favorise les projets, ça les facilite financièrement, mais ça ne couvre pas tout. Typiquement, on est entre 20 et 40% de taux d'aide. On va dire 25-30 pour la classique. Donc, il reste une part non négligeable à financer. Et bien pour ça, il y a les prêts. Les prêts collectifs sont des choses qui sont aujourd'hui assez répandues, que plusieurs AMO, plusieurs accompagnateurs financiers maîtrisent bien. Et peu de banques les proposent. Néanmoins, Caisse d'épargne Île-de-France est le principal acteur sur le marché. Nous, en tant que société publique, on peut les proposer aussi. Premier outil, les avances de subventions. Les subventions que j'ai décrites, elles sont importantes, sauf que vous les touchez à la fin. Or, les entreprises de travaux, elles ont besoin d'être payées régulièrement au cours de l'exécution des travaux. Donc, il y a besoin d'un petit pré-relais pour vous permettre d'avoir les fonds de vos aides avant la fin des travaux. C'est tout bête, mais ça change tout au plan de financement. Donc, des avances de subventions. Et puis, deuxième chose, un outil un tout petit peu plus compliqué, mais absolument essentiel, c'est le prêt collectif à adhésion individuelle. En copropriété, beaucoup de gens dans la copropriété connaissaient historiquement le copro-100 du crédit foncier.
Bah, aujourd'hui, le crédit foncier n'est plus, mais le COFPROCENT, lui, survit. C'est la caisse d'épargne qui le gère. En gros, les grands principes, c'est un prêt voté en Assemblée générale de copropriété, à la même AG que celle au cours de laquelle vous votez les travaux. Chaque copropriétaire est libre. Il est libre du montant qu'il emprunte, qui peut aller de 0, je n'ai rien à voir avec ce prêt, je vais me débrouiller, à la totalité de quote-part de travaux, ou entre les deux si vous voulez mobiliser de l'épargne. Donc libre sur le montant, aucune solidarité entre les emprunteurs, c'est-à-dire que si un emprunteur ne rembourse pas correctement sa quote-part du prêt, ce n'est pas le reste de la copropriété qui est responsable. Il y a obligatoirement une forme d'assurance qu'on appelle une caution solidaire qui va immédiatement se substituer à cet emprunteur défaillant. Donc la crainte qu'ont certains copropriétaires, attendez déjà, passer des petits achats avec les autres copropriétaires en solidarité, ça me fait peur, un gros prêt, c'est non. Ben, dans le prêt, il n'y a pas de solidarité entre emprunteurs. Et ça facilite grandement l'accès au prêt, puisque en général, là je peux parler pour nous, mais c'est le cas pour les offres bancaires qui se d'épargne notamment, pas de conditions d'âge, et y compris sur des âges avancés, on peut accéder à des prêts à 20 ans quand on a des âges où l'espérance de vie est très inférieure à 20 ans. Eh bien, on y a accès quand même. Et heureusement, parce que tout le monde a besoin d'une solution de financement en copropriété. On réalise le projet, non pas forcément parce qu'on l'a voulu, mais parce que la majorité l'a voulu. Donc, il faut vraiment une solution pour tous. Pas de conditions d'âge, pas de conditions d'état de santé, et même jusqu'à une somme autour de 21 000 euros. Pas de conditions de ressources. Vous savez, les fameux 35% ne sont pas étudiés en général jusqu'à 21 000 euros, ce qui permet quand même de financer pas mal de projets, d'autant qu'on a déduit les subventions. Donc on peut quand même financer de très beaux projets sans analyse de la capacité de remboursement. Il y a 2-3 conditions quand même. Que la copropriété soit saine, pas une copropriété à très fort taux d'impayé, que le ménage ne soit pas interdit bancaire et que le ménage paye correctement ses charges de copropriété, ses charges de gestion courante. Mais moyennement ces conditions-là, il y a un accès extrêmement large au prêt. Nous, on n'a encore pas refusé d'emprunteurs. J'espère que ça n'arrivera pas. On a pu refuser des copropriétés très en amont, c'est-à-dire qu'ils venaient nous voir où on leur disait non, là vous avez 25% de taux d'impayé, vous devez d'abord traiter ce problème de gestion et ensuite on pourra ensemble se lancer dans des investissements très importants. Et ça permet, encore mieux, d'accéder à un éco-prêt à taux zéro. Donc dans l'éco-prêt à taux zéro, c'est l'État sous forme d'une subvention qui paye les intérêts que la banque ne perçoit pas, ce qui permet d'avoir un accès à l'emprunt qui est non seulement assez facile parce qu'il y a très peu de conditions auxquelles on ne peut pas y accéder, mais en plus à taux extrêmement bas. Donc c'est globalement très avantageux pour les copropriétaires et ça rend la rénovation globale, la rénovation performante accessible à tous ou presque. Alors là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Si, c'est bon. Pardon. Simplement pour illustrer la question de la rentabilité. Parce qu'on nous dit très souvent, mais attendez, une rénovation énergétique, c'est X milliers d'euros. Si je divise par les économies d'énergie que vous m'annoncez, je trouve 50 ans de temps de retour, ça ne marche pas. Effectivement, ça ne marche pas, calculé comme ça. Simplement, je vais vous montrer comment on calcule, de manière un peu simplifiée, une rentabilité. D'abord, on va toujours comparer plusieurs scénarios. On l'a dit dans l'audit, dans quel que soit le nom, le diagnostic, le DAE. C'est-à-dire qu'il faut commencer par une réflexion toujours globale. On ne sépare pas l'architectural, l'énergétique et le financier. Là, un exemple simple, ça devait être, je ne me souviens plus de quelle copropriété, peu importe, c'est des montants qui sont à peu près classiques. Il y a toujours un scénario de base où on ne met pas de travaux d'économie d'énergie, mais les travaux d'entretien et de maintenance dont le bâtiment a de toute façon besoin. Un ravalement, puisque dans la quasi-totalité des cas, ce qui déclenche une rénovation énergétique, et notamment la grosse partie qui est l'isolation par l'extérieur, c'est le besoin de ravalement. En plus, vous le savez sans doute, il est obligatoire d'isoler au moment où on ravale. Donc besoin d'un ravalement et puis 2 ou 3 autres travaux de sécurité, d'entretien. Sur cette copropriété-là, on était à 8 000 euros de quote-part sur, je ne sais plus quelle taille de logement c'était. Donc on compare les travaux d'entretien de base, ce qu'il faut faire, avec des travaux de rénovation globale. Donc là, on rajoute l'isolation par l'extérieur, l'isolation des toitures et du sol, la ventilation, la pose de pompe à chaleur, les fenêtres, etc. Et on fait un peu plus que diviser par 2 la consommation d'énergie, mais on arrive à 25 000. Si on s'arrête là, la grande majorité des copropriétés vont me dire vous êtes bien sympa avec votre truc, mais là, 25 000, ça ne passe pas. Par contre, si on prend la peine de regarder les subventions, ce que je viens de décrire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, 6 à 7 000 euros de subventions, sachant en plus que le surcoût, il y a 25 000 euros à mettre, mais il n'y a que 17 000. Évidemment, ça reste beaucoup, mais ça relativise un peu. Si en plus j'enlève mes 6 ou 7 000 de subventions, on réduit à 10 000,
le surcoût, le surinvestissement dans la rénovation énergétique, une fois qu'on a enlevé les aides. Et puis, on va regarder ce que ça donne si on met en place un prêt sur le temps long. Alors, cette copropriété, on avait fait un prêt sur 20 ans. Là, on s'aperçoit d'abord que ça devient réaliste. 25 000, la majorité des gens ne l'ont pas, qu'ils aient envie de le faire ou non, beaucoup ne l'ont pas. Là, de l'ordre de 80 € par mois, pour un bâtiment qui, de toute façon, a besoin d'entretien, ça devient réaliste. En plus, il y a besoin de 50 € dans tous les cas. Et si, enfin, je viens enlever mes économies d'énergie, eh bien là, on va s'apercevoir que l'effort mensuel est de 50 € dans tous les cas. C'est-à-dire que le ménage a de toute façon 50 € de trésorerie en moins chaque mois, qu'il fasse une rénovation globale ou pas. Sachant en plus que là, on est sur les économies d'énergie au prix actuel. Je pense qu'on a tous à peu près le même avis sur la manière dont les prix de l'énergie vont évoluer dans les prochaines années. On n'est juste pas tout à fait calé sur le rythme, mais on sait que ça va monter. Et vous connaissez le principe de la valeur verte, c'est-à-dire que le logement après ces travaux-là n'aura pas du tout la même valeur que le logement après les travaux de rénovation de base. Donc là, le petit exercice que je viens de faire en 5 minutes, il est plus compliqué que la division de 25 000 par nos 30 € par mois, mais il est surtout beaucoup plus juste et beaucoup plus convaincant pour les gens qui envisagent une rénovation énergétique. Voilà, merci Raphaël. Donc une question là sur l'énergie, effectivement, c'est avec la hausse des coûts de l'énergie. Garde le micro, hein, encore une seconde. Je vois Gérard a tout de suite pris le micro. Voilà. On va prendre le micro. Avec la hausse des coûts d'énergie, ton schéma devient d'autant plus favorable à ceux qui vont faire aller sur une rénovation énergétique globale. Évidemment, ça a été dit par les intervenants précédents, mais la motivation à faire des rénovations énergétiques est très globale, elle est très vaste, plurielle. Et ça tombe bien parce que il y a plusieurs personnes en copropriété. C'est souvent la notion de confort, ça peut être l'idée de requalification architecturale du bâtiment, ça peut être répondre à des obligations réglementaires, les fameuses sorties du parc locatif des classes EFG, et bien sûr se prémunir contre des hausses futures des coûts de l'énergie. Et puis évidemment les questions environnementales en plus. Delphine, on avait dit, on avait fait une petite messe basse en me disant il faut qu'on parle quand même, on l'a oublié, des financements des audits. Oui, parce qu'on parle beaucoup des copropriétés, mais je pense que ça intéresse beaucoup de personnes ici. Mais concernant la rénovation des maisons individuelles, donc vous avez aussi donc évidemment les aides de France Rénov sur les audits, enfin sur les rénovations, donc Ma Prime Rénov, Coup de pouce, les CE. Mais vous avez aussi une aide suivant les revenus pour la réalisation d'un audit énergétique. Donc ça varie suivant le revenu, entre 300 et 500 €, mais sur un audit, c'est quand même assez intéressant. Et dans le cadre du DAE... Ça coûte combien un audit ça fait, Alors ça dépend... ça c'est une réponse compliquée. Hein, oui, c'est compliqué parce que ça dépend de l'intervenant qui va le réaliser. Ouais. On va dire 300-500 €, ça va couvrir quel pourcentage? Alors j'essaye de Je préfère pas répondre, mais sur ça, parce que ça dépend. Oui, alors, non, c'est entre 1000 et 1500 € suivant l'intervenant qui va réaliser l'audit. Voilà. Donc on peut financer jusqu'à 50% environ du budget de l'audit. Ouais, je parle en pas maison. Je parle pas de... Oui, parce qu'en DTG, c'est pas du tout le même on va en parler du DTG. Je sens et que vous par parlez. Contre, là, pour un diagnostic architectural et énergétique, donc qui comprend le diagnostic architectural... Le DAE, donc. Voilà, le DAE. Là, vous pouvez avoir une aide de 1 000 € par la métropole du Grand Paris qui n'est pas soumise, il me semble, à condition de revenus. Voilà, et par contre, là, dans ce cadre-là, tout dépend. Donc, si un architecte seul vous fait le diagnostic ou c'est un binôme, bureau d'études et architecte. Et pour les coûts, ça varie autour de... entre 1 500 et 2 000 € je pense. Oui, donc là, on peut arriver à des financements de plus de 50% sur... C'est un peu plus conséquent. C'est un rapport qui fait une centaine de pages parfois. Ouais. Donc, voilà. Et ensuite, vous pouvez également donc, avoir un suivi en maîtrise d'œuvre, une aide pour laisser aboutir vos travaux, pour vous aider, vous accompagner dans l'aboutissement de vos travaux. Donc, on reprend sur des études classiques pour un architecte, par exemple. Et à la suite d'un DAE, vous pouvez avoir une aide également de la métropole du Grand Paris sur cette mission-là. Je dirais une bêtise, mais je crois qu'elle est de 2 000 €.
Alors j'ai deux questions, merci Delphine. J'ai deux questions, une pour Harold sur les aides des DTG peut-être, et une sur Raphaël sur les aides des AMO, pour vous partager les deux sujets. Deux aides en fait similaires à la maison individuelle pour le logement collectif. En fait, pour le DTG, c'est 5 000 euros. Diagnostic technique global. Ouais, voilà, pour les copropriétés, 5 000 euros. Alors, l'investissement n'est pas le même, hein, puisqu'on est plutôt sur 8 à 15 000 euros. Donc, quel que soit l'endroit où je me trouve. Non, alors sur la métropole du Sur Grand Paris, métropole, on est dans le périmètre aujourd'hui, donc on a bien cette aide disponible, donc à peu près les mêmes proportions finalement d'intervention. Et ensuite, on a aussi en conception une aide qui peut atteindre 10 000 euros pour nous aider, pour aider les copropriétaires en fait à financer un projet de conception globale. Donc c'est une part importante, mais qui représente entre 20 et 50% en fonction de la taille de la copropriété. On va dire que ça favorise beaucoup les petites copropriétés, finalement, ces aides, puisque c'est une aide forfaitaire, quelle que soit la taille. Elle est forfaitaire, effectivement. Donc, sur les grandes copros, on atteint très vite des niveaux d'aide qui sont relativement faibles, hein, parce qu'il y a tout l'accompagnement individuel. Je pense que Raphaël en parlera, qui peut prendre beaucoup de temps. Oui, mais on mutualise plus aussi sur les grosses copros. Le problème de l'accompagnement individuel, vous ne le mutualisez pas parce qu'il est individuel. Donc, par définition, en fait, vous allez devoir rencontrer tous les copropriétaires de la résidence pour leur expliquer leur plan de financement, ce qui a été brièvement présenté par Raphaël tout à l'heure. Il va falloir le faire de façon individuelle avant l'âge de vote des travaux pour que chacun sache très concrètement ce qu'il a à financer, comment il le finance et vers quel financeur il va pouvoir se tourner aussi à titre individuel. Donc là, on a effectivement quelque chose qui est complètement décorrélé d'un budget mutualisable. Raphaël, donc une précision sur les... Oui, peut-être pour rappeler une chose, parce qu'on parle des fois de conception, des fois de DTG, et comme on n'a pas eu l'occasion de montrer un schéma, rappelez qu'il y a souvent un diagnostic technique global ou un audit, c'est plus ou moins la même chose, quelque chose qui commence très en amont de votre projet. Vous ne savez pas encore où vous voulez aller, c'est ce que Harold a décrit sous le terme étude des faisabilités à la fois architecturale, énergétique et financière, mais la grosse étape d'après, qui représente 3 ou 4 fois plus de travail et donc de coûts, c'est celle de la conception, c'est celle qui va vous amener aux travaux, c'est celle qui va permettre de dessiner en détail votre projet du point de vue architectural, de définir les solutions techniques précisément, de mettre en concurrence les entreprises sur la base d'un cahier des charges très précis. C'est tout ce qui va vous amener en phase de votre travaux. On en parle assez peu et pourtant c'est ça la phase clé qui va faire que vous allez aux travaux avec un beau programme de travaux ou que vous n'irez pas. Donc l'étape de conception, de maîtrise d'œuvre de conception, c'est vraiment l'étape clé. Et à cette étape-là, vous aurez donc l'aide de 10 000 euros citée par Harold et une possibilité d'une aide sur la partie AMO, la partie accompagnement, donc la partie non technique, celle qui est financière, sociale, humaine. Sur celle-ci, il y a donc aussi une aide qui est de, on va dire, 25% du TTC de la partie AMO. Et la partie AMO, ça représente quel montant alors? On sait pas. Bon, c'est un peu plus difficile parce que des sociétés comme nous, on fait tout en un. On fait maîtrise d'œuvre, AMO intégré. On va être en gros de 400 à 1000 euros par logement. 400, la conception, 400 à 1000 400 000 euros. Hein. Ah ben non, pas 400 000, 400 à 1000 euros par logement. Pardon. Non, mais ça reste des sommes non négligeables. Tout le monde arrivait avec le bon de commande là pour signer. Oui, en gros, selon la taille, la complexité, c'est un peu plus dur, mais on va dire 30 à 100 000 euros TTC. Je vérifie pour savoir si on est à peu près sur les mêmes prix. Non, mais effectivement, le fait d'être intégré, c'est un petit peu différent, tout à fait. Donc, quand on donne ce prix-là, il y a à la fois, quand je vous donne ça, il y a l'architecte, l'ingénieur et l'AMO. Donc, c'est tout intégré. Et là-dedans, dans les grandes lignes, l'AMO représente peut-être un quart de ça. Gérard, donc on en arrive là à la mobilité électrique. On a vu, c'est un nouvel enjeu finalement. On avait déjà la rénovation globale. Maintenant, il faut installer des IRVE dans les copropriétés. Je ne sais pas s'il y a une obligation, mais en tout cas, il y a un besoin parce que tout le monde va acheter des véhicules électriques. Du coup, ça arrive par des demandes de clients, tout simplement, d'achat de véhicules. Voilà, donc on a une petite présentation là-dessus. Et donc, effectivement, vous êtes sur ce sujet-là. Et on voit qu'il y a un enjeu, vous avez donné des chiffres, hein, mais très fort en France, d'équiper l'ensemble des copropriétés en termes d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Ainsi. Ça, c'est pour décrypter l'acronyme. C'est ça, voilà. Donc, seulement 2% finalement des immeubles, enfin des bâtiments sont équipés d'infrastructures de recharge de véhicules électriques.
Donc seulement 2%, donc voilà ce qui reste à faire, c'est tout le reste. Alors donc Enedis, nous sommes on assure finalement la distribution d'électricité sur 95% du territoire, donc haute tension et basse tension. Et en tant que service public, finalement, pour nous, notre rôle, c'est d'accompagner finalement les demandeurs de raccordement et les copropriétés. C'est surtout là qu'il y a le sujet finalement. Pour les aider finalement à prendre une bonne solution pour raccorder les véhicules électriques. Alors donc voilà, donc je vais vous présenter deux petits croquis parce que finalement il y a deux solutions, deux grandes solutions. Il y a quelques variantes, mais bon voilà, je vais vous présenter les principales solutions. Et en tant que nous service public, finalement, c'est d'accompagner tous les acteurs. Donc il y a une solution où on va assez loin, on va jusqu'à la place de parking, et puis une autre solution où finalement on s'arrête uniquement donc, au raccordement. C'est l'important pour nous finalement, c'est de donner tous les éléments à la copropriété justement pour prendre cette décision. Alors donc sur le schéma de droite, je vais me lever aussi pour le coup. Sur celui-ci, en fait, un immeuble est alimenté finalement par un branchement collectif et donc il dessert finalement les appartements via une colonne montante. La solution d'infrastructure collective, c'est de faire un raccordement sur ce branchement et c'est un opérateur privé qui nous le demande. C'est le plus souvent le cas. Et ensuite, il va proposer donc à la copropriété ses services et d'alimenter les besoins pour alimenter uniquement les véhicules qui sont les clients qui ont des besoins immédiats, on va dire. D'accord, voilà. Donc c'est simple pour la copropriété, parce que c'est l'opérateur qui s'occupe de tout. Et pour nous, Enedis, finalement, c'est simplement de faire un raccordement, si je peux dire. Alors, ce qui est important aussi de dire, finalement, j'aurais dû le dire en préambule, finalement, c'est que pour raccorder une borne de recharge de véhicules électriques, lorsqu'on est en maison, ça reste simple. Il suffit de mettre une borne ou une prise dans son garage. Et très souvent, le branchement est suffisant. Alors en résidentiel collectif, c'est un petit peu plus compliqué parce que y a de l'électricité certes dans le garage, mais uniquement pour l'éclairage et pas suffisamment de puissance pour les véhicules. Et c'est là où finalement, d'où les solutions de raccordement. Donc j'ai présenté celle opérateur privé finalement. Donc nous on s'inscrit, on est dans la chaîne, du raccordement. Et l'autre solution. Donc ça c'est le schéma de gauche pour le public. Ah oui, donc à droite et de gauche. Là maintenant on parle du schéma de gauche. Voilà, c'est ça. Pour celle-ci, finalement, c'est là où Enedis va le plus loin. L'idée, c'est d'amener l'électricité jusque sur la place de parking. Donc à l'image finalement de l'alimentation des appartements. Donc on a une colonne montante pour alimenter les appartements. L'idée, c'est de construire une colonne à l'horizontale pour alimenter chaque place de parking. Donc Enedis amène le courant jusqu'à la place de parking et donc avec la pose d'un compteur Linky sur la place de parking, ça fait que derrière, le client va devoir finalement demander, comme c'est un nouveau point de livraison, donc un fournisseur, un contrat de fourniture pour alimenter sa bande de véhicules électriques. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que finalement, comme c'est du réseau public de distribution, c'est Enedis qui va en assurer la maintenance, comme tous les réseaux publics de distribution. Donc voilà, ce sont principalement les avantages. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est le client finalement qui choisit aussi son fournisseur pour ce raccordement-là. Donc voilà, les compteurs en fait sont posés par Enedis. Le client choisit donc la puissance qu'il souhaite en fonction de ce qui aura été défini en termes de dimensionnement au démarrage. Donc ça, c'est un échange finalement qu'on a donc en termes de conception au démarrage donc avec la copropriété pour voir un petit peu quels sont les usages, quels sont les besoins. Très souvent, on est sur des puissances de 3,7 ou 7,4 kVA. C'est l'immense majorité des cas. Il peut y avoir des besoins particuliers, par exemple pour un professionnel qui aurait besoin d'une recharge rapide. Ça doit être pris en compte. Bon, voilà, donc après, on va construire finalement, nous, l'ouvrage qui permet d'alimenter tous ces besoins dans le temps. Donc l'idée, c'est de construire une infrastructure qu'on n'ait plus besoin de refaire. Et qui va ceinturer le parking pour alimenter tout le monde. C'est ça l'idée. Voilà, en termes de... Vous avez peut-être eu d'autres diapos. Oui, alors après, c'était pour donner un peu... Ah, les couleurs ne sont pas terribles. C'est sur le vidéo. Mais ouais, voilà. Bon, donc, je vais les commenter. Peut-être on peut le faire à l'oral. Pour expliquer un petit peu, oui, voilà. Pour expliquer un petit peu, finalement,
le parcours au niveau de la copropriété. Souvent, la demande émane finalement d'un copropriétaire qui achète son véhicule électrique. Donc, l'idée, c'est d'identifier finalement les besoins. Il pourrait faire une demande directement à Enedis pour un branchement, pour alimenter sa voiture. Après, on voit bien les limites finalement de cette situation, parce que pour un client, pourquoi pas. Lorsqu'il y en a 10, ça devient vite impossible, parce que faire 10 raccordements sur un ouvrage collectif, les colonnes électriques ne sont pas prévues pour ça. Donc ça va être limité. Donc ce qu'on invite la copropriété finalement, c'est de recenser tous les besoins, parce que si y a un copropriétaire, il est probable qu'il y en ait peut-être un deuxième et beaucoup plus demain. Donc c'est un petit peu de faire ce recensement-là, parce que l'idée c'est d'envisager plutôt une infrastructure collective plutôt que de faire un branchement individuel. En fait, voilà, c'est ça. Ensuite, pour nous, finalement, Enedis, c'est de proposer les différentes solutions, de les chiffrer. Donc on va faire un déplacement sur le terrain par un chargé de conception qui va regarder un petit peu finalement la configuration du parking, l'état aussi finalement de notre branchement à nous, de la partie collective, savoir si on peut se brancher sur le branchement d'immeuble. Si on ne peut pas se brancher, on fera autrement, on a des solutions. Et donc on donne les éléments à la copropriété pour qu'elle puisse prendre une décision sur une des solutions. Donc soit un opérateur privé ou soit le réseau public de distribution, le schéma de gauche. Voilà. Donc ensuite, il y a un vote en AG. Et la copropriété prend donc une décision en admettant que si elle prend la solution recharge opérateur privé, c'est l'opérateur privé qui nous fera la demande. Ça s'arrête là pour nous. Hein. Et par contre, si c'est l'infrastructure collective de réseau public de distribution, donc nous ensuite on va procéder au raccordement jusque à la place de parking. Alors j'avais deux questions. Est-ce qu'il y a des aides particulière. Deuxième question, entre le moment où je suis copropriétaire, tac, on vient vous voir, combien de temps il se passe, même punition pour les réseaux de chaleur, combien de temps il se passe au moment où j'ai finalement mon réseau qui est opérable? Ouais. Alors, donc pour les aides, en fait, déjà, comme pour tout raccordement, mais ça, c'est vrai aussi pour tous les types de raccordement, même si vous construisez une maison, etc., déjà, le client paye 60% du branchement. 40% est pris en charge par le tarif universel par le TURP. Voilà, donc il y a une aide de 40%. Il y a une aide de 40%, on peut dire ça. Voilà, déjà. Et ensuite viennent s'ajouter les aides à devenir aussi. C'est des aides des pouvoirs publics qui peuvent représenter 50% des coûts d'infrastructure. Oui, donc on peut dire qu'il y a certaines installations sur lesquelles, grosso modo, on est presque à zéro en termes de financement. Peut-être pas quand même. Pas loin. Disons qu'en fait, on en a construit, donc voilà, donc on a une petite idée quand même de ce que ça peut coûter. Donc le reste à charge finalement pour la copropriété dans une infrastructure, pour l'infrastructure, hein, parce qu'en plus s'ajoutent les branchements individuels que chaque client, chaque demandeur va payer. Pour le coup. Les bornes. Alors, je ne l'ai pas dit, mais les bornes, ce n'est pas Enedis qui le pose. Donc c'est toujours l'électricien. Voilà. Donc nous, on va s'arrêter au compteur Linky. Donc derrière, l'électricien prend le relais pour l'installation dite privée, la norme c'est 1500, jusque à la borne. Donc ça après, voilà. Et donc les aides à venir viennent se déduire finalement. Donc on est sur une fourchette, je vais être très large, mais entre 200 et 400 € par copropriété ou par place de parking pour l'infrastructure de réseau public de distribution. Oui, donc on est sur des ordres, c'est environ ces valeurs-là. C'est pas mal aussi. Alors le délai, est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de demandes sur le territoire? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, pour l'instant, oui. Donc, on a une forte augmentation des demandes de raccordement. On est passé en gros de 50 à presque 200 par mois sur notre territoire, ce qui est quand même conséquent. Ce n'est pas encore l'explosion, parce qu'on nous dit qu'il va y avoir une explosion des demandes. On n'est pas encore là, mais on voit quand même que ça monte très très fort. Pour construire une colonne horizontale réseau public de distribution, à partir du vote de l'AG, lorsque c'est décidé finalement, donc on est aujourd'hui à 7 mois. Pour la réalisation, pour la mettre en service, sachant que l'objectif c'est de les réaliser en 6 mois. Donc j'ai bon espoir parce que déjà sur celle de cette année, on en a réalisé quelques-unes en 4 mois. Donc voilà, l'objectif c'est d'être pratiquement tout à 6 mois. On va dire on est à 6 mois en moyenne. Oui, voilà, alors après, à partir du vote de l'AG, parce qu'évidemment il y a un travail qui est en amont. Donc nous on a une responsabilité Enedis finalement, c'est de donner des éléments rapidement.
Mais bon, après, on ne maîtrise pas, c'est les dates des AG. Ça l'amène la copropriété. Merci Gérard pour cette présentation. On va se laisser un peu de temps. On a pas mal parlé, hein, tous. On va se laisser un peu de temps pour des questions du public. Quelques minutes. Voilà, il y a monsieur qui lève la main. Voilà, tout le monde lève la main. On va prendre vos questions. Levez-vous. Bonjour. Qui êtes-vous voilà, et votre question. Je suis copropriétaire à Rueil d'une copropriété de 20 logements chauffés au fioul. Et je voulais savoir à quoi servent les syndics dans les projets de rénovation. Est-ce qu'ils servent à quelque chose? Si oui, à quoi? Voilà. Voilà. Alors, quelle est la mission du syndic dans un projet de rénovation pour être plus politique, monsieur, que vous? Non, mais, enfin, le rôle du syndic, c'est le syndic est un administrateur de biens. C'est-à-dire que son travail, c'est pas de se substituer à l'architecte pour aller chercher des devis d'entreprise, faire la conception. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument se sortir de la tête. C'est des anciennes habitudes qu'on a quand on fait des remplacements ou du rafraîchissement de parties communes. Hein. C'est le syndic qui s'occupe de ça. Mais lorsqu'on est sur une rénovation globale, il ne peut pas aller sur ce terrain-là. Évidemment, il n'a pas les assurances ni les compétences. Donc lui, par contre, va s'occuper de la partie administrative. C'est-à-dire qu'on parlait de prêt collectif tout à l'heure avec Raphaël, le prêt à taux zéro. Typiquement, ce prêt-là, il est géré par le syndic. C'est lui qui appelle les mensualités auprès du copropriétaire pour ensuite payer la banque. C'est lui qui va décaisser les fonds, enfin les collecter puis décaisser les fonds pour payer les entreprises. Donc il a un certain nombre de missions qui lui incombent, en plus de la gestion courante du projet. Donc ça, c'est quand même un point important. C'est un relais de communication qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'on va produire énormément d'éléments pour communiquer auprès des copropriétaires, mais c'est lui qui, in fine, a le contact privilégié avec les copropriétaires. Donc il a un rôle très très important à ce moment-là, et il faut qu'il soit mobilisé. Est-ce qu'il faut compter un budget supplémentaire de syndic, parce que finalement il y a du travail supplémentaire lié à cette rénovation globale? Alors, très souvent, ils ne prennent aucun budget supplémentaire sur la phase de conception, là, justement. Et par contre, ils ont des honoraires en suivi de travaux, ce qui est logique, puisque là, il y a tous les flux financiers qui interviennent. Et le rôle est essentiel parce que pour avoir beaucoup de projets, certains avec des syndics formés, compétents, motivés, et d'autres avec des syndics qui se disent qu'est-ce que c'est que ce truc et qui sont absents, je peux vous dire que quand les syndics sont présents, les projets avancent et avancent dans le bon sens, et que sinon les projets traînent, il faut se battre pour récupérer les documents. Donc on voit qu'ils sont très importants parce qu'on voit la différence entre les projets avec des syndics très présents et des syndics assez absents. Delphine, on va prendre une autre question. Alors, le temps que le micro arrive, Delphine, sur les maisons individuelles, vous avez beaucoup de demandes de branchement d'IRVE, ou c'est pas du tout votre sujet? Non, pour l'instant, pas trop, non. Vous les voyez pas passer? Enfin, j'ai pas eu le cas. Non. Ok. Donc c'est pas encore trop sur les maisons individuelles, parce qu'on peut se brancher effectivement sur sa prise. Non, mais je pense que ça va venir. Il y a des personnes intéressées, mais après ça dépend. Enfin, je pense que ça vient quand ils rachètent une voiture, mais. Oui, c'est ça, voilà. en fait. Nous, on ne sait même pas, finalement. Mais parce qu'ils vont se brancher sur le compteur. Voilà, c'est souvent la puissance est suffisante. Donc, ouais. D'accord. Sur les oui, IRVE, après, ils font poser une borne, borne, voilà. Mais ça passe sous les radars, on ne le voit pas. Allez, une autre question du public. On vous laisse vous lever et vous présenter. Bonjour, Gilles Cousseau, copropriétaire et syndic bénévole d'une petite copropriété de silos. Je voudrais m'adresser à Madame l'architecte. Voilà, ces silos sont répartis sur 3 bâtiments pour la même copropriété. Je voulais savoir si effectivement, premièrement, vous réalisez un diagnostic technique global ou pas. Alors moi, je n'en réalise pas encore. Je ne travaille pas encore avec les grosses copropriétés. Non, moi je suis tout petit. J'ai 6 lots répartis sur 3 bâtiments. En fait, si vous voulez, on a pratiquement 2 lots et demi par bâtiment. Mais pour l'instant, moi, je suis référencée pour réaliser des audits pour les petites copropriétés, c'est-à-dire en dessous de 5 lots. Mais après, oui. Oui, alors comme mes lots sont répartis sur 3 bâtiments, ça fait une petite copropriété, si vous voulez, de 2 bâtiments et demi par 2 bâtiments et demi. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que j'ai du mal à trouver une société qui veut bien réaliser un diagnostic technique global. Ok, mais je vous donnerai des coordonnées sans problème. Voilà, c'est pour ça que je me permets. Vous viendrez voir Madame. Mais effectivement, la question, vous viendrez voir Madame après. En fait, vous avez une association qui s'appelle les architectes de copropriété.
et qui regroupe beaucoup d'architectes qui réalisent des DGT justement sur ce type de copropriété. La compagnie des architectes de La copropriété. compagnie, voilà. Des architectes de copropriété. Voilà, merci monsieur pour votre question. Une autre question? Allez, devant, il y avait madame ou... On vous laisse... Voilà, le micro arrive jusqu'à vous. Bonjour, Madame Hugues, je suis copropriétaire et membre du conseil syndical dans un immeuble à Rueil. Nous avons voté il y a 1 an, 1er septembre, à l'AG, un audit énergétique et on a mandaté un maître d'œuvre. 1 an plus tard, à part le CTTP qu'on a eu en mars, nous n'avons aucun devis. On voulait voter cette année, mais on n'a absolument pas de suite dans nos démarches. Et je voulais demander au maître d'œuvre, quelle est votre responsabilité en cas de syndic défaillant qui ne répond absolument plus, quel que soit le niveau? Est-ce qu'il y a une obligation de votre part de nous suivre dans les démarches qu'on a fait avec une société? Ou c'est peut-être plus juridique que pratique, mais on est perdu. C'est plus juridique, mais après, si vous avez dû signer un contrat avec le maître d'œuvre en question, et en fait, chaque maître d'œuvre peut avoir des conditions particulières. Donc, vous pouvez être amené à les résilier ou pas, avec pénalité ou non. Donc ça, c'est à analyser. Le syndic, justement, c'est son rôle que de vous aider à savoir si vous pouvez arrêter la mission. D'accord, non, ils sont absents. Donc, le syndic aussi, ouais, c'est compliqué. Oui. Oui, non, le maître d'œuvre aussi, mais on voulait savoir si on est légitime de lui demander de continuer à suivre notre projet, puisqu'on s'est engagé avec lui. Là, je rejoins un peu Raphaël. Il faut être très motivé sur un projet de rénovation. Je dirais à tous les étages, nous, maîtres d'œuvre, l'AMO, le syndic. Donc, forcer quelqu'un à aller au bout d'une mission qu'il n'est pas prêt à mener, il vaut mieux que vous puissiez vous arrêter et récupérer peut-être l'argent qui a été trop perçu, mais il vaut mieux mettre terme en fait, à quelque chose de mal engagé et repartir sur des bases un peu plus saines avec des gens plus motivés. Oui, il faut constituer une équipe, hein, c'est ce que vous disiez, y compris le syndic, hein, et bien entendu le syndic, le maître d'œuvre qui a envie d'avancer rapidement sur ce projet. De manière, Harold, de manière plus globale, est-ce que les maîtres d'œuvre s'engagent sur des délais de réponse, sur des délais d'études? Alors, ça peut être demandé contractuellement par le conseil syndical ou le syndic, hein, d'avoir des plannings qui sont tenus d'être respectés. Et après, c'est plus du retour d'expérience. Sur une phase de conception, il ne faut pas dépasser 18 mois, quoi, parce qu'en fait, on perd aussi son élan, on perd l'entrain, on perd le fil aussi du conducteur avec les copropriétaires. Donc, la conception, 12 mois, c'est très bien. Au-delà, ça devient un peu périlleux. Et au-delà de 18, vous avez des gens qui sont plus mobiles. C'est très dur de mobiliser une copropriété. Et de la garder mobilisée, c'est très dur, surtout si vous faites ça très longtemps. Donc, la recommandation, c'est une bonne année avec des gens qui sont très, très motivés. Et après, les travaux, c'est 3 ans, on en a parlé tout à l'heure, c'est le durée maximum. Et puis, le réduire au maximum que possible. Très bien. Une autre question. Allez, on prend une dernière question. Il y aura encore des tournées de questions tout à l'heure, hein, après la prochaine table ronde. Allez-y, madame. Bonjour, je suis copropriétaire d'un Rueil-Malmaison, d'un immeuble de 4 lots. Je reviens à ce que vous avez dit quand vous avez dit qu'il y avait une subvention de 10 000 € de la métropole de Grand Paris, mais quand c'est en dessous de 5 lots, c'est que de 8 000 €. Alors ça, c'est un constat ou c'est une question? Non, c'est un constat. Je rectifie parce que c'est que 8 000 €. Voilà. Alors qu'en fait, c'est les petites copropriétés qui en auraient le plus besoin, puisque les quotes-parts sont beaucoup plus importantes à partir du moment où il y a moins de lots. Oui. Ça, c'est juste ça. Après, pourquoi on ne peut pas, au niveau des aides financières, des subventions, si vous prenez la prime rénov', c'est pour toute la copropriété. Mais il s'avère que dans certaines copropriétés, vous avez des gens qui ont des revenus très modestes et les aides de l'ANA peuvent être supérieures à celles de ma prime rénov'. D'accord? Et malheureusement, ce n'est pas cumulable. Ce qui fait que si une personne prend ces aides de l'ANA qui lui sont favorables, il empêche les autres copropriétaires d'avoir la prime globale. Et ça, je trouve donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire... Non, ça, c'était vrai. C'est plus vrai? Alors, parce que moi, ça date de l'année dernière quand même. Maintenant, on va répondre à votre question, madame. Merci, Harold, donc, pour la réponse à la question. De manière globale, il y avait aussi la question que je mets un peu subsidiaire, c'est que les plus petites copropriétés ont du mal à la fois à trouver des opérateurs et à enclencher les travaux de rénovation énergétique, non? Oui. Oui, parce qu'il y a un coût d'intervention minimum, en fait, hein, évidemment, vous avez bien compris. Après, pour vous répondre maintenant, ça a été bien expliqué dans la précédente table ronde. On a ma prime rénov' copropriété, donc dès lors que vous êtes dans une copropriété,
s'applique ce régime en fait à toute la copropriété avec des bonifications de 750 € et 1 500 €. Voilà. Après, le dispositif pour la maison individuelle est différent. Il peut être plus généreux, mais il ne peut pas s'appliquer dans votre cas. Ça, c'est clair. Maintenant, ça a été tranché. Donc, on vit avec ça. Raphaël, une précision, oui. Une précision, c'est en partie commune de copropriété. Si des travaux sont réalisés en partie privative de copropriété, c'est les aides individuelles qui s'appliquent. En partie commune, c'est plus que les aides collectives à la copropriété. Voilà, on va vous redonner un micro. On va vous donner un micro, madame. Avec certains revenus modestes, l'ANAT propose, même pour des travaux de rénovation énergétique commune, propose des aides qui peuvent être supérieures à l'aide de ma prime rénov. Ah ben, on l'a calculé chez nous, puisque moi j'en suis à la phase de conception. Donc on a déjà calculé les aides financières. Merci pour ce témoignage, madame. Voilà. Allez, une petite dernière question, juste pour le plaisir. Bonjour, je suis copropriétaire et membre du conseil syndical d'une résidence à Nanterre. Je voulais savoir, Harold, excusez-moi, j'ai pas retenu votre nom, vous faites des DTG ? Alors, on fait des DTG parce que ça fait partie du schéma d'accompagnement, oui, tout à fait. Je réserve ma réponse parce que le DTG, on le fait pour les gens motivés qui veulent aller faire des travaux. Voilà, pour être. Parce que c'est un investissement important, c'est-à-dire que vous avez le DTG. Faire de l'audit pour faire de l'audit, c'est frustrant pour tout le monde, y compris pour vous copropriétaires. Donc oui, du DTG avec plaisir, si derrière il y a une vraie intention de concevoir un projet de travaux qu'on pourra mettre en œuvre collectivement. Raphaël, oui. Oui, il y a des sociétés dont le métier est de faire des études. Et là, on est plutôt des sociétés dont le métier est de faire des travaux d'économie d'énergie. Donc on va chaque fois réfléchir à toutes les demandes qu'on reçoit, c'est bien sûr, est-ce que c'est avec l'intention d'aller à terme vers des travaux d'économie d'énergie ? Ah, mais de toute façon, on a l'intention de rénover la résidence parce que de toute façon, on a été obligé de changer notre chaudière. Donc, on est déjà passé par le programme chaudière et elle nécessite d'être rénovée puisqu'on est une passoire thermique. Je ne sais pas si on peut vraiment dire une passoire thermique, mais on a un très gros problème avec le pignon nord. Et donc, voilà, c'est vraiment dans notre intention de réaliser ces travaux énergétiques. Et si, entre autres, je suis venue aujourd'hui ici, c'est pour engranger un maximum d'informations. Très bien, on ne mettait pas en doute Merci. votre parole, madame. Merci, merci à vous. Non, mais ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Et donc, ça ne sert à rien de faire des études pour faire des études. Et on fait plutôt des études quand on a des copropriétaires, comme c'est votre cas, madame, qui sont motivés. D'ailleurs, vous nous faites la transition, madame, pour la prochaine table ronde, puisque cette prochaine table ronde, on va parler travaux en soi. On peut les applaudir, du coup, pour cette table ronde. Merci à vous tous.